Je reçois aujourd'hui pour ce premier numéro de l'interview Monsieur Bernard Oudin, conseiller et porte-parole de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Monsieur Oudin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. Nous allons évidemment parler d'actualité, et l'actualité aujourd'hui est assez brûlante. Alors, pour nos téléspectateurs, je vais me permettre de rappeler très brièvement quel a été le parcours de Laurent Gbagbo. Et pour éviter toute polémique, j'ai pris tout simplement Wikipédia sur Internet, qui m'a semblé à peu près neutre. Donc, Monsieur Gbagbo a été élu à la présidence de Côte d'Ivoire en 2000 dans une élection face à Robert Gueye. Il a occupé la fonction du 26 octobre 2000 au 4 décembre 2010 ou jusqu'au 11 avril 2011 pour ses partisans. Son mandat a été marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire qui a coupé le pays en deux. L'élection présidentielle de 2010 l'a opposé à Alassane Ouattara et à l'issue de ce scrutin, il a été considéré comme battu par la Commission électorale indépendante et par les Nations Unies un peu plus tard, mais déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. S'est ensuivi une crise de plusieurs mois. Il a été arrêté le 11 avril 2011 et il est incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye depuis le 30 novembre 2011. Jusqu'à présent, nous sommes d'accord? Presque. Presque. Bon. C'est bien pour notre débat. Donc, l'actualité qui nous occupe aujourd'hui est que le président Laurent Gbagbo va être jugé par la CPI. Donc, je reprends les termes du communiqué qui doit dater d'hier. Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle en tant que co-auteur indirect pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, petit a de meurtre, petit b de viol et d'autres violences sexuelles, petit c d'actes de persécution et petit d d'autres actes inhumains qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Donc ça, c'est le texte du communiqué émis par la CPI sur son site internet et que j'ai relevé ce matin. Alors, donc ma première question est évidemment de vous demander votre réaction immédiate en tant que porte-parole à l'annonce du fait que le président Gbagbo va être finalement jugé par cette juridiction internationale. Ma première réaction, d'abord, je voudrais dire par rapport à ce que vous avez dit sur Wikipédia, c'est qu'en droit pur, le président Gbagbo était président le 11 avril 2011 et que l'armée française l'a arrêté pour le remettre à M. Ouattara ce jour-là. Les faits sont têtus, le droit c'est le droit, et dans n'importe quel pays au monde, c'est le Conseil constitutionnel qui prévaut. Et on ne va pas parler de la coloration du Conseil constitutionnel français comme M. Sarkozy fait voter une loi qui passe au Conseil constitutionnel avec 9 membres qui viennent de l'UMP. On ne va pas dénigrer la Cour suprême américaine quand elle décide que c'est George Bush qui est président, alors que 5 des 9 membres ont été nommés par le Parti républicain. Donc tout ça c'est dérisoire. Le président Gbagbo a été élu démocratiquement le 28 novembre 2010. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu un coup d'État le 11 avril 2011. C'est la réalité historique. Et c'est ça que le procès qu'on va intenter au président Gbagbo à La Haye va démontrer. Et aujourd'hui, c'est avec une extrême sérénité qu'on va à ce procès. On est depuis le 11 avril 2011 dans une situation de non-droit. Le 30 novembre 2011, le président Gbagbo a été transféré dans des conditions illégales et illégitimes, je dirais en plus, à La Haye, dans la mesure où, pour aller à la Cour pénale internationale, il faut être que le pays soit statutairement au statut de Rome. Signataire. Signataire du statut de Rome. Un des pays qui a forcé, en dehors de la France, au départ du président Gbagbo à La Haye, les États-Unis d'Amérique, non signataire du statut de Rome. La Côte d'Ivoire, dont M. Gbagbo est un éminent représentant, n'était pas signataire du statut de Rome. Donc, dans le cas de figure, M. Gbagbo ne pouvait pas aller à La Haye. C'est d'autant plus vrai que le président
mis en place par les Français, M. Ouattara, a signé le statut de Rome en février 2013. Alors il y a eu un seul élément de critique, c'est qu'au moment de 2003, juste après le coup d'État de 2002, qui s'est transformé en rébellion, il y a eu des crimes déjà commis par les gens qui sont actuellement au pouvoir dans le nord du pays. La Cour pénale a souhaité investiguer. Le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'étant pas signataire, ne pouvait pas laisser des gens venir. Il a pris un décret présidentiel pour autoriser la Cour pénale à venir faire ses investigations dans un cadre très précis sur Bouaké et Koro. En 2006, le Conseil constitutionnel a invalidé le décret, c'est-à-dire il a annulé le décret. Donc le président Gbagbo s'est vu lui-même sanctionné, entre guillemets, par le Conseil constitutionnel. Donc à partir de 2006, même ce décret du président Gbagbo était devenu caduc. Donc tout ce qui a été fait ensuite, jusqu'à aujourd'hui, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au président Gbagbo, par rapport au statut de Rome, est totalement illégal. Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer le débat parce que, et c'est pour ça que j'avais pris soin de rappeler ce communiqué de la CPI, il me semble que les chefs d'accusation qui sont actuellement, enfin qui vont être discutés, ne sont pas ceux-là, ne sont pas ceux de la légitimité ou non de M. Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc est-ce que vous ne craignez pas que finalement il y ait déplacement du débat et puis qu'on s'enlise dans autre chose? Non, je voulais dire par là, c'est que le président Gbagbo a été transféré à La Haye dans des conditions qui sont déjà dirimantes du droit et des statuts d'une cour qui a été organisée par un certain nombre de pays qui sont signataires. Au-delà de ça, cette cour, sur le plan du fond, reproche à M. Gbagbo un certain nombre de cas que vous avez définis. On va aller à ce débat, mais il faut rappeler en amont que déjà, les gens qui, et c'est d'ailleurs dans le droit fil de ce qui s'est passé pour le transfert du président, c'est qu'on voit aujourd'hui, on accuse le président d'un certain nombre de choses, on va en reparler, et là aussi, on s'extrait du droit pur. On est dans un cas où on a décidé que M. Gbagbo ou le président Gbagbo avait fait ceci ou cela. Contre vents et marées, on tient absolument à aller à ce procès. Nous irons jusqu'au bout, comme avait dit le président le 5 décembre 2011 à sa première comparution pour l'audience d'identification, comme on l'appelle dans le cadre de la procédure pénale de La Haye. Mais on va en profiter pour rappeler toute la réalité historique et toute la réalité juridique, parce que le droit ne se divise pas. C'est exact, le droit ne se divise pas. J'ai simplement l'impression que si ce procès peut servir à quelque chose d'autre qu'à établir une échelle de responsabilité, eh bien ça serait par exemple d'amorcer une première réconciliation des Ivoiriens entre eux. Je me dis peut-être est-ce que ce préalable va un petit peu au contraire raviver ce débat et non pas aller vers un établissement des responsabilités où chacun reprenant ce qu'il a fait et disant exactement ce dont il souffre, on pourrait finalement tirer du bien de ce procès, tirer du positif de ce procès. C'est juste ça. Mais nous, on va tirer du positif du procès, parce qu'on connaît le dossier, on connaît la situation, on connaît l'histoire du pays, on sait tout ce qui s'est passé, et on va pouvoir l'exprimer de façon publique devant une cour et devant l'opinion publique internationale. Ça, c'est très clair. Et pour ce qui est de la réconciliation, le président Gbagbo n'a de leçons à recevoir de personne. Je rappellerai simplement qu'il a été élu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en octobre 2000. Dès son élection, il y a eu des tentatives de coup d'État, parce qu'avant la tentative de septembre 2002, il y a eu une première tentative en janvier 2001, qui avait avorté rapidement. Et en septembre 2002, tout le monde sait que cette rébellion s'est transformée en... Enfin, ce coup d'État s'est transformé en rébellion. Mais avant cela, le président Gbagbo, dès son arrivée au pouvoir, avait voulu réconcilier les Ivoiriens qui sortaient d'une crise militaire, cette transition avec le général Gueye, qui ne s'était pas très bien passée dans l'opinion publique ivoirienne. Et qu'est-ce qu'avait fait le président Gbagbo en septembre 2001?
il avait fait le forum de réconciliation nationale, il avait fait présider ce forum par un opposant politique, puisque c'était M. Sédou Diarra, qui deviendra le Premier ministre de l'après-Marcoussis, donc il n'était pas du camp du président. Il a fait revenir le général Gay de son exil intérieur, il a fait revenir Bédié et Ouattara en Côte d'Ivoire, et il a réuni tout le monde. Il a nommé ensuite un gouvernement dans lequel il y avait une dizaine de ministres qui appartenaient ou au PDC ou au RDR, qui sont d'ailleurs aujourd'hui toujours des ministres de Ouattara pour l'essentiel. Et il avait fait en sorte que, par exemple, pour Ouattara et Bédié, on vote une loi sur les anciens dignitaires présidents ou premiers ministres, et de 2002 jusqu'à aujourd'hui, M. Bédié et Ouattara, enfin jusqu'à ce que le président soit enlevé, Bédié et Ouattara ont bénéficié d'une retraite financière votée par Laurent Gbagbo. Il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné, puisqu'on s'est retrouvé avec le 19 septembre 2002, qui est le fruit d'un certain nombre d'éléments qui n'ont pas fonctionné dans cette réconciliation. Vous savez, moi je suis apparemment blanc. Mes apparences sont souvent trompeuses. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais 1 an, le 29 juillet 1950. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires là-bas, au même lycée que le président Gbagbo. J'ai été fonctionnaire au ministère des Finances et j'ai fini conseiller du président de la République. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais dans ma vie en Côte d'Ivoire, je n'ai eu à affronter ou à subir un problème de relation entre le Nord et le Sud, entre les chrétiens et les musulmans. Tout ce qu'on a déversé dans l'opinion publique internationale par rapport à ce débat est complètement biaisé, complètement artificiel. Alors à force de vouloir appeler les gens à se battre les uns contre les autres, on finit par créer des événements. Mais même aujourd'hui, où la situation en Côte d'Ivoire devient difficile tous les jours, parmi les premiers opposants à la politique de Ouattara sont les gens du Nord. Parce qu'ils ont été totalement trompés dans cette affaire. Donc, quand je voyais votre question arriver sur... il y a eu des problèmes, la rébellion était le fruit d'une situation interne en Côte d'Ivoire. Il y a une situation interne en Côte d'Ivoire qui a commencé à aller dans le sens de votre question, mais c'était avant le départ du président Bédié, quand le président Bédié a lancé l'ivoirité. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs de partir du pouvoir et d'être quasiment chassé avec l'approbation de l'opinion publique, parce qu'il n'y a pas eu un coup de feu pour M. Bédié le 24 décembre 1999, j'en suis témoin. Et ça, c'était un danger que la Côte d'Ivoire courait, et elle-même a évité de compter. Et donc, sous le président Gbagbo, et je pense que Gbagbo, c'est un homme qui est extrêmement attentif à éviter ces problèmes. D'ailleurs, il suffit de voir la carte électorale de la Côte d'Ivoire et les résultats de l'élection, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le seul candidat qui a eu un vote transethnique et transreligieux dans cette élection, c'est Laurent Gbagbo. Je pense effectivement que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes liés à l'ivoirité et que c'est peut-être ça, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas déjà quelque chose qui se tramait. J'ai moi-même pénétré en Côte d'Ivoire un jour par le nord, c'était après 2002 bien sûr, enfin après le 19 septembre, il y avait quand même manifestement des choses qui étaient laissées à l'abandon dans la partie nord et qui ne l'étaient pas dans la partie sud, en termes de routes, d'infrastructures diverses et variées. Je pense qu'on n'est pas là aujourd'hui pour analyser les raisons de cette situation, parce qu'on en aurait probablement pour la journée. Mais bon, ce que je cherche à dire, c'est finalement que, quelles qu'aient été les responsabilités des uns et des autres et des implications, on se retrouve aujourd'hui dans un pays qui, s'il n'est plus fracturé sur un plan géographique, administratif, etc., l'est quand même. Il y a quand même une sorte de cassure entre les Ivoiriens, même si ça ne se fait plus du nord contre le sud, il y a des Ivoiriens contre d'autres, il y a des gens qui ne sont plus heureux. Et moi, ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est votre opinion sur ce qui peut ressortir de ce procès en bien pour
pour ce remodelage et ce rassemblement national qui me semble être un élément important pour la reprise de tout, de l'économie, de la vie politique, etc. Et ce que je cherche à savoir, en fait, c'est quelle est l'opinion de M. Gbagbo lui-même à travers ce que l'on va lui reprocher, qui sont, après c'est à la justice de trancher et à ses avocats d'apporter la preuve de sa non-responsabilité, son innocence, je ne sais pas comment on peut dire. Mais voyez-vous, il me semble intéressant de prendre un angle qui n'est pas celui de tous les médias, mais qui est plutôt celui de se dire, avec cette situation, avec ce procès, puisqu'il a été dit qu'il serait jugé, comment est-ce que l'on peut arriver à penser différemment? Avant, on va reparler du procès ensuite, mais pour finir avec l'histoire du Nord et du Sud, je vais vous donner 2 éléments. Quand les gens sont arrivés en septembre 2002 dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan, on a dit aux populations du Nord qu'on venait les sauver, qu'elles avaient été maltraitées pendant 50 ans, etc. Dans la première période de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny avait signé ce qu'il appelait le pacte du Nord avec la grande famille Ouezin Coulibaly de la région de Korogo, pour faire en sorte justement, parce que Houphouët-Boigny était déjà un homme d'histoire, et il savait que c'était les fluctuations géographiques imposées par l'administration française qui avaient fait les frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant plusieurs années, en plusieurs étapes, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta de l'époque, qui est devenue le Burkina Faso, n'ont constitué qu'une seule circonscription administrative de l'AOF. De là est venu un certain nombre de problèmes liés à ce qu'on n'appelait pas les voltaïques à l'époque. D'ailleurs, quand j'étais gamin à Abidjan, on ne parlait pas de voltaïque, on parlait de Mossi. D'ailleurs, aujourd'hui, de façon péjorative, on peut toujours entendre des gens essayer de s'exprimer dans ce sens-là. Et c'est de cette fracture involontaire pour les Ivoiriens, mais qui a été imposée par l'administration coloniale, qui est venu le découpage entre l'ex-Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny avait senti le danger et avait fait en sorte qu'il y ait un pacte entre les gens du Nord et les gens du Sud, qui ne sont pas nécessairement de mêmes origines, comme le sont aujourd'hui les bons Français qui peuvent être alsaciens, corses, basques, bretons. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent être de toutes origines, mais ce sont des Ivoiriens. Et même moi qui suis un Ivoirien de fraîche date, je suis un Ivoirien. Je vais vivre comme les autres si le roi marque un but. Et pour dire ça, Houphouët-Boigny ayant fait ça, Bédier a abandonné ça. Et sous Bédier, les gens du Nord sont devenus des gens de seconde zone. Et l'ivoirité a marqué ça. Et le danger, Gbagbo l'ayant bien senti, la première chose qu'a voulu faire Gbagbo quand il est devenu président, c'est de faire en sorte que le Nord réintègre la communauté nationale au sens le plus large possible. Et je me souviens avoir visité le ministre des Infrastructures économiques de l'époque, qui est toujours le ministre de Ouattara aujourd'hui, et lui avoir dit, maintenant que Gbagbo est président, il faut faire une forme de plan Marshall pour le Nord, pour montrer à chaque Ivoirien qu'il fait partie de la communauté nationale. Son directeur de cabinet était du Nord lui-même, parce que le ministre est de la région d'Abidjan. Et vous savez ce que m'a répondu le directeur de cabinet? Il m'a dit, Bernard, mais tu n'y penses pas. Il y a plus de Djoula à Bobo que dans le Nord. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire les choses là-bas? On n'a qu'à les faire à Bobo. Voilà la réponse d'un nordiste, juste après l'élection de Gbagbo. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après dans cette période-là? Gbagbo a fait des efforts pour le Nord. J'étais présent moi-même en 2009 quand ils ont inauguré l'adduction d'eau entre la rivière Bandama, le fleuve Bandama qui passe à l'ouest de Korogo, pour alimenter en eau Korogo, avec une conduite forcée. La route entre Korogo et Bundiali, en bitume. Ce sont les deux gros actes d'infrastructure économique posés en 30 ans en Côte d'Ivoire et ont été sous Gbagbo. Donnez-moi un acte posé par Ouattara, aujourd'hui, depuis 2011, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, répondez-moi à propos de ce procès, puisque c'est l'actualité un petit peu, donc pour les téléspectateurs, ils s'interrogent quand même sur ce qui va se passer. Les accusations, comme on l'a vu, sont graves. Donc voilà, quelle est votre réaction par rapport à cette actualité?
Nous, nous sommes extrêmement sereins parce que vous parlez du communiqué de la CPI concernant le renvoi de Gbagbo devant la Cour. Parce qu'il faut faire un petit point de droit. La Cour pénale internationale a un code de procédure très particulier qui est dérilant du droit français, qui est un peu plus proche du droit anglo-saxon, mais qui est un mixte d'un certain nombre de droits. Et il y a dans cette procédure la partie confirmation ou infirmation des charges qui est totalement différente de ce que nous trouvons en droit français. On pourrait dire à la limite, mutatis mutandis, que la confirmation des charges, en fait, c'est le passage devant le juge d'instruction qui décide de vous renvoyer ou non au procès. Mais comme devant le juge d'instruction, devant la confirmation des charges, vous êtes innocent. Oui, oui, c'est bien, c'est vrai que j'ai omis de le préciser, c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait, la Cour devait statuer sur le fait qu'il y aurait procès ou non. Donc le communiqué dit, oui, nous avons suffisamment de preuves, il y a 108 témoins, 22 000 pages de documents, du matériel audio, etc. Suffisamment de choses pour que le procès ait lieu. Et donc il va y avoir réunion d'une première chambre qui... il va y avoir réunion d'une chambre finale. C'est-à-dire que là, on était dans une chambre qu'on appelle cour préliminaire. Préliminaire, voilà. Donc là, on va être dans le procès lui-même. Première instance. Mais dans l'instance, oui, parce qu'après, il peut effectivement y avoir un appel, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Madame Bensouda a sorti 22 000, 30 000, elle pourrait faire 50 000 pages, le sujet n'est pas là. Dans la décision qui a eu lieu le 12 juin, le jeudi dernier, il y a eu une opinion dissidente d'un des trois juges. Il suffit de lire les 9 pages, donc si vous ne voulez pas lire 22 000 pages, lisez les 9 pages de la décision dissidente du juge. C'est un réquisitoire contre la Cour. La juge, qui est une professeure de criminologie à l'université de Gand en Belgique, donc qui n'est pas une novice en la matière, et je l'avais observé d'ailleurs au moment des audiences de février 2013, a dit, mais tout ce que nous a donné le procureur, ni de près ni de loin, ne correspond même, si on veut la graduation des charges, ne correspond même pas au standard minimal requis pour passer le tour de la cour préliminaire. Donc ça veut dire que si nous allons au procès, parce que c'était à la fois pour dire qu'il n'y a pas de charge contre Gbagbo, mais c'est aussi à la fois pour défendre l'institution CPI qu'elle a fait ça. Pour dire, si nous allons au procès dans ces conditions-là, on ne peut que le perdre. Voilà, nous Donc, sommes décrédibilisés. nous serons décrédibilisés, d'une part pour avoir insisté contre Laurent Gbagbo sans preuve réelle et matérielle, et d'autre part, on va perdre ce procès. Et donc, on a fait rentrer M. Gbagbo d'une certaine façon à la cour, en prison, et on va le sortir en icône mondiale. C'est un peu ça que ça veut dire derrière. C'est pas simplement un plaidoyer pour Gbagbo, mais c'est pour dire, nous sommes une cour, nous sommes des gens de droit. D'ailleurs, quand elle termine son document, elle dit, en mon âme et conscience, en fonction de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été écrit, et en fonction des statuts, articles tant et tant, je ne peux répondre que non. On ne peut pas envoyer M. Gbagbo au procès. Ce n'est pas un choix pro-Gbagbo ou anti-Ouattara ou ceci. C'est la lecture du droit et du code de procédure de la Cour pénale internationale. C'est extrêmement important. Et en se fondant sur cet argumentaire, on va aller au procès. Et au-delà de ça, on va pouvoir exprimer ce que Gbagbo n'avait pas voulu faire jusque-là pour des raisons de respect de la Cour. On va pouvoir exprimer le côté politique de l'instance. Et tout va être dit. Donc, vous estimez que ce procès va pouvoir être une occasion de dire ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent? Ça va être l'occasion de le dire, et à la limite, il y a des choses qui risquent d'être dites pour pouvoir exprimer la réalité des choses et dire que Laurent Gbagbo est innocent d'un certain nombre de crimes qui sont totalement étrangers à... L'ADN de Gbagbo, c'est la démocratie. Donc tout ce qu'on lui reproche, c'est totalement étranger, ça n'a rien à voir avec l'homme. Excusez-moi, il a pu être ignorant de certains faits pourtant commis. Ah mais, pendant la guerre d'Algérie, vous avez des officiers français qui ont commis un certain nombre de choses. On n'a pas envoyé le Premier ministre de la République française dans une cour pénale. C'était peut-être un tort. Le 6 juin 1944, on l'a rappelé récemment, les Américains ont débarqué avec les Anglais.
les bombardements américains ont fait 22 000 civils français tués. On a bombardé des civils. Aujourd'hui, les parents de ces civils remercient les Américains d'avoir sauvé la France. Donc il faut être extrêmement prudent quand on commence à parler d'une façon ou d'une autre de certaines choses. Il ne faut pas aller regarder l'autre côté, vous savez, l'histoire de la Bible, la poutre et la paille. De temps en temps, il faut rester modeste. Toutefois, ça représente tout de même une tribune, ce procès, puisqu'il va être médiatisé. Et comme dans toute tribune, ça permet de dire un certain nombre de choses. Alors, il va y avoir un volet politique, j'en suis maintenant bien informée. On a compris qu'il y allait y avoir un volet politique qui va ressortir de ces débats. J'en viens à mon premier cheval de bataille. Est-ce qu'il peut y avoir un volet réconciliatoire, si vous me permettez ce néologisme? Mais la réconciliation, c'est la volonté historique du président Gbagbo. Et le procès lui-même, si on va jusqu'au bout, risque justement de faire apparaître un certain nombre de choses publiquement qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la réconciliation. Donc, c'est-à-dire que si on n'avait d'abord pas envoyé le président Gbagbo à La Haye, on n'aurait déjà pas fait une forfaiture sur le plan juridique. Deuxièmement, on aurait permis aux Ivoiriens de se retrouver, comme dit M. Gbagbo, disons un slogan habituel, asseyons-nous et discutons. Et souvent, vous avez des crises qui se terminent en guerre, et à la fin, généralement, on finit par discuter. Les Français ont discuté après l'Indochine, ils ont discuté après l'Algérie, on va discuter avec l'Afghanistan, les Américains nous disent qu'ils vont discuter avec les talibans, etc. etc. Les Ivoiriens pouvaient discuter entre eux. Comme je dis, ils se connaissent tous. Vous savez, Madame Simone Gbagbo est emprisonnée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle avait plusieurs sœurs, une de ses sœurs malheureusement est décédée, et elle a une autre sœur qui la visite régulièrement. Son prénom est Claudine. Elle est mariée, et son nom marital c'est Ouattara. Donc il faut se rendre compte que la Côte d'Ivoire c'est un puzzle, avec des gens qui viennent de partout, mélangés. Certains sont de père du Nord, de mère du Sud, et le contraire, etc. Donc les Ivoiriens sont prêts à la réconciliation parce qu'ils sont tous cousins. Et de vouloir obliger pour la vérité, pour la défense de la vérité, de dire un certain nombre de choses, on risque de créer des coupures, des fractures. Oui, alors, oui et non, parce que justement, le cœur d'une commission vérité et réconciliation, c'est de dire pour pouvoir mieux rebondir. Donc, c'est vrai que ça n'est pas forcément agréable de sortir des choses difficiles, mais si on ne les sort pas, enfin c'est psychologique, hein, c'est freudien, je dirais même. Après, la parole est stérilisée, et puis les rancœurs demeurent. Donc, oui et non. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis, la Cour pénale n'est pas le lieu, n'est pas le vecteur à travers lequel les Ivoiriens peuvent se réconcilier. Les Ivoiriens se réconcilient chez eux. Et moi, j'ai toujours défendu le principe de la commission Vérité et Réconciliation, mais sur le modèle de la commission sud-africaine. Pas sur le modèle que M. Ouattara a voulu imposer et qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas parce qu'on ne veut pas le faire fonctionner. Qu'est-ce que vous entendez par là? En Afrique du Sud, ça a été très clair. Les gens sont venus, il y a eu une catharsis nationale. Je vais donner un seul exemple. Un des membres de l'apartheid qui est passé devant la commission Réconciliation et Vérité s'appelait Dirk Coetzee. Il est mort récemment. Dirk Coetzee était le patron des services secrets sud-africains, c'était l'un des plus puissants de l'Afrique du Sud blanche, et il est le responsable numéro 1 de la mort de Chris Hani, de Steve Biko et de quelques autres. Quand il est passé devant la commission de réconciliation, Desmond Tutu a dit « c'est très vilain ce que vous avez fait ». Vous avouez? Et il a dit « oui, j'avoue », il a tout déballé. Qu'est-ce que lui a dit la commission? Maintenant que vous avez avoué tout ça, le principe de la commission, c'est la réconciliation, donc on vous absout, c'est un peu comme vous allez à la confession si vous êtes catholique, et puis rentrez chez vous. Dirk Coetzee, donc, est rentré chez lui. Et un jour, les services sud-africains sont allés voir Mandela en disant « on a des problèmes d'organisation ». Et Mandela leur a dit, mais à quel niveau? Il dit, on a de structure, vous savez, c'est pas facile. Et Mandela leur a dit, mais moi je vais vous donner un nom d'un monsieur qui sait très bien organiser les services. Et il a dit, allez voir Dirk Coetzee.
Et Dir Kodzé, qui vient de mourir, a passé les dernières années de sa vie comme conseiller du président de la nouvelle structure de service de renseignement sud-africain dirigée par un noir, alors que vous voyez d'où il venait. Ça, Mandela a fait preuve à la fois d'intelligence politique, et les Sud-Africains avaient fait preuve de respect dans la réconciliation. Aujourd'hui, si M. Soro Guillaume vient devant une commission de réconciliation et dit oui, j'ai fait égorger tant de personnes, j'ai fait égorger 80 gendarmes, j'ai créé le coup d'État en 2002, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on se réconcilie. Aucun problème, il rentre chez lui. Est-ce que vraiment il rentrera chez lui? Ah ben moi, je ferai tout pour qu'il rentre chez lui et je le défendrai même s'il le faut. Parce qu'il faut respecter la parole qu'on se donne. Et je vais vous donner un exemple. J'étais au Canada l'année dernière, à une réunion pour les Ivoiriens. Et dans le bâtiment qui abritait notre réunion, c'était un grand bâtiment où il y avait plusieurs autres réunions. Et je vois sur le tableau dans le hall d'entrée qu'à l'étage en dessous de notre réunion, il y avait une réunion de la communauté Way. Les Way, c'est la grande famille de l'Ouest ivoirien qui a en particulier subi les événements de Douekoué, Naïbli, etc. Et je suis allé visiter ces gens-là en me disant, bon, c'est des Ivoiriens comme les autres et on va parler. Et je leur ai dit, vous êtes sans doute la communauté ethnique, entre guillemets, de Côte d'Ivoire qui a le plus souffert de cette crise post-électorale avec les événements dont j'ai parlé. Mais vous êtes tous pour le président Gbagbo, je suppose, et vous avez devant vous sans doute une épreuve que Gbagbo va vous imposer et qui sera peut-être plus difficile que celle que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire, j'ai eu des regards un petit peu bizarres, et j'aurais dit oui, parce que si vous voulez le retour du président Gbagbo, si vous voulez la réconciliation de la Côte d'Ivoire, sachez que le président Gbagbo, un jour, vous dira, pour ça, l'ultime, c'est d'aller serrer la main des bourreaux de vos parents. J'ai eu des mouvements d'humeur dans la salle, si on peut dire. Je suis rentré à Paris, j'ai reçu un mail du président de l'association qui m'a dit « Nous avons eu un débat serré après votre départ, mais vous pouvez dire au président Gbagbo que s'il nous le demande, on le fera. » C'est ça que j'appelle la réconciliation. C'est pas de faire une commission, de mettre des gens dans une salle et de papoter. La réconciliation, c'est pas simplement de la sémantique. C'est une réalité sur le terrain, entre les uns et les autres. Donc, nous allons vers la fin de cette émission. Je pense qu'effectivement, ça va être un petit peu difficile. Il va y avoir beaucoup de partisanisme autour de cet événement procès Laurent Gbagbo à la CPI. C'est finalement assez regrettable. J'aimerais finir sur une note un petit peu différente. Est-ce que, bon, il y a Charles Blé Goudé qui est également à La Haye et Madame Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes doivent être, bon, pour ce qui est de Blé Goudé, évidemment, ça c'est sûr, mais est-ce que vous pensez que Madame Gbagbo doit aussi être jugée en même temps que son époux à La Haye est transféré, ou bien doit être jugé en Côte d'Ivoire? Je pense que ni les uns ni les autres ne devraient être jugés. Si on veut rentrer dans le système de réconciliation en Côte d'Ivoire, si on veut juger les gens, il y aura plus de prisons que de maisons dans Abidjan. Donc le problème n'est pas là. Il y a eu des crimes de commis dans ce pays en 2002, quand il y a eu le coup d'État et la rébellion. Des graves crimes de commis. Je suis rappelé ceux de Soro. Il y a eu, pendant la crise post-électorale, des crimes très importants. On a parlé des 22 000 pages du procureur de la CPI. Mais moi, je vous en donnais juste 30. Celle d'Amnesty International sur ce qui s'est passé à Douekoué le 30 mars 2011. Le 30 mars 2011, il y a 1000 personnes qui ont été exécutées, brûlées vives, femmes, enfants. Une grande partie de ces gens-là ont été tués et brûlés dans une église. Et je pense que ça peut rappeler aux Français quelque chose, à quelques jours de l'anniversaire, c'est Oradour-sur-Glane. La seule différence entre Oradour-sur-Glane et Douekoué, c'est qu'il y avait plus de morts à Douekoué qu'à Oradour-sur-Glane. Mais le principe est le même. Et ça a été commis, d'après Amnesty International, d'après Human Rights Watch, par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les FRCI. Nous sommes le 31 mars 2011.
Le 17 mars 2011, M. Ouattara, président de l'Hôtel du Golfe, signe un décret, même pas un décret, une ordonnance, c'est-à-dire c'est plus qu'un décret, il signe une ordonnance présidentielle. Je suis président de la République, les forces, je suis le chef des armées, les FRCI sont placés sous mon autorité. Il n'y a pas besoin de faire une enquête de 22 000 pages. Le responsable, il n'est pas co-auteur, il est auteur. Monsieur Gbagbo, on dit qu'il est co-auteur de crimes commis, de tuer des civils, etc. Donc il y a des auteurs. On suppose que ces auteurs sont les chefs militaires de Gbagbo. Il y a le chef des armées, le chef d'état-major des armées, et le patron de la gendarmerie. Gbagbo est à La Haye, le chef d'état-major des armées de Gbagbo est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon. Le patron de la gendarmerie de Gbagbo est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal. Où est le droit, où est la justice? Bien, Monsieur Oudin, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et nous vous retrouverons dans un prochain numéro de l'interview. Très bientôt.